Épisode 96, Louise Michel, héroïne de la Commune et pionnière du féminisme. Salut à toutes et à tous, bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode un peu spécial puisque pour la première fois, je vais laisser les rênes à quelqu'un d'autre. Laisser les rênes, ça veut dire donner les commandes, le contrôle à une autre personne. On a reçu plein de commentaires positifs à propos de l'interview avec l'historien Florent Van de Piet, donc on a décidé de continuer ce format. Mais en plus, aujourd'hui, c'est une autre membre de l'équipe qui s'y colle, qui s'en charge. C'est Ingrid qui va mener l'entretien. Elle a interviewé l'historienne Mathilde Larère pour parler de Louise Michel. Donc, vous voyez, aujourd'hui, c'est un épisode 100% féminin. Mathilde Larère est enseignante-chercheuse à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Elle est spécialiste des mouvements révolutionnaires en France au XIXe siècle. Récemment, elle a publié 2 livres, Il était une fois les révolutions en 2019 et Rage Against the Machism l'année dernière. Elle est aussi très suivie sur Twitter où elle partage régulièrement des petits cours pour clarifier certains concepts historiques. Aujourd'hui, Mathilde Larère va donc nous parler de Louise Michel. Si vous avez écouté l'épisode précédent, celui sur la Commune, vous avez déjà entendu ce nom. Vous allez voir que c'est un personnage fascinant. Louise Michel est née en 1830 en Haute-Marne, dans l'est de la France. Elle a commencé sa carrière en tant qu'institutrice, autrement dit maîtresse d'école, à l'époque du Second Empire. Vous savez, quand le neveu de Napoléon était au pouvoir, on en a parlé dans le dernier épisode. À partir de ce moment-là, l'éducation est devenue un des grands combats de sa vie. Elle s'est battue pendant des années pour réformer l'école et la rendre accessible à tous. À 26 ans, elle a déménagé à Paris. Dans la capitale, elle a commencé à s'engager politiquement en faveur des idées républicaines. Plus tard, elle a participé à l'insurrection de la Commune, dont elle est devenue une des principales figures, en prenant les armes pour combattre l'armée versaillaise. Suite à la défaite des communards, elle a été déportée, envoyée dans un camp de travail en Nouvelle-Calédonie. Elle a pu rentrer à Paris 6 ans plus tard, où elle a continué son combat politique, dorénavant au sein du mouvement anarchiste. Jusqu'à sa mort en 1905, Louise Michel a défendu les opprimés, les pauvres, les femmes et les animaux. Plus tard, les mouvements féministes ont reconnu en elle une pionnière de leur cause. Voilà, je vous ai donné ces quelques repères, ces grandes lignes pour que l'entretien soit plus facile à comprendre. Je vous rappelle aussi que, comme d'habitude, la transcription de l'épisode est disponible sur innerfrench.com. Et maintenant, je laisse la parole à Mathilde Larère et Ingrid qui vont nous raconter comment Louise Michel a marqué l'histoire de la France. Mathilde Larère, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour cet épisode consacré à Louise Michel. Avec vous, on va revenir sur le parcours de cette écrivaine et militante anarchiste qui a joué un rôle important dans la Commune il y a 150 ans. Mathilde Larère, vous êtes historienne, spécialiste des mouvements révolutionnaires et vous avez écrit plusieurs livres sur les femmes dans les révolutions. Vous êtes également active sur Twitter, où vous partagez des fils thématiques sur des sujets historiques, souvent liés à l'actualité politique et sociale française. Je vous avoue que je vous suis sur Twitter depuis longtemps et que j'admire votre travail de démocratisation de l'histoire. Eh bien, merci. Alors, vous partagez souvent des histoires méconnues ou mal connues. C'est par exemple le cas de Louise Michel. Donc, personnellement, j'ai été à l'école de la République française de mes 2 ans jusqu'à mes 18 ans, puis à l'université à Paris. Et c'est seulement pendant mes études de journalisme que j'ai découvert l'existence de cette femme exceptionnelle et si importante pour comprendre notre histoire.
Alors, j'imagine, comme je vous disais auparavant hors micro, j'imagine que nos auditeurs, même s'ils sont francophiles, comme ils ne sont pas français, ils n'ont pas forcément entendu parler de Louise Michel. Alors, pour commencer, comment est-ce qu'on peut la présenter ? J'ai dit écrivaine, militante anarchiste. Est-ce que c'est une bonne définition ? Elle était aussi féministe, journaliste. Comment en quelques mots on la présente ? Oui, elle était tout ça. Donc, elle est institutrice aussi, et c'est très important et dans sa vie et dans ses combats. Elle a toute une part de ses combats où elle défend l'école pour toutes et pour tous, et un enseignement qu'elle veut émancipateur. Donc, c'est une institutrice, une écrivaine, une poétesse. Elle fait des poèmes aussi. Mais c'est une militante socialiste, puis anarchiste. Infatigable. Elle a milité toute sa vie. On l'associe souvent à la Commune, mais il faut pas oublier que Louise Michel ne se limite pas à la Commune. Elle a été au cœur des combats sociaux et politiques jusqu'à sa mort en 1905. Elle a fait de nombreuses années de prison. Elle a fait du bagne. Donc elle a une vie extrêmement longue, bien supérieure aux 72 jours de la Commune, d'engagement au service de la justice sociale, de l'égalité et de la cause des femmes. Ok, donc vous dites que c'est une militante socialiste d'abord, puis anarchiste. On comprend donc que son positionnement a évolué. Quel a été son cheminement ? Est-ce que ça a été progressif ? Oui, c'est progressif. Alors, jeune, elle est républicaine, mais elle défend ce qu'on appelle la République démocratique et sociale. Donc, elle est proche. Alors là, c'est des gens que vos éditeurs et auditrices ne connaîtront pas forcément, mais comme Blanqui, qui est un grand démocrate social, qui a fait la révolution de 1848. Donc, elle est favorable à une république, mais une république qui soit soucieuse d'égalité et pas seulement de liberté, une république qui fasse passer les droits sociaux comme importants, donc le droit au travail, le droit à l'instruction, le droit à l'assistante. Et donc, au début, elle est plutôt proche de ces milieux-là. Quand on se rapproche de la Commune, elle va fréquenter de plus en plus les milieux que l'on va appeler socialistes, mais donc plutôt proche de Proudhon, pas trop de Marx, parce que Marx n'est pas très connu en France à l'époque, mais elle est proche, elle est entre les démocrates sociaux et les socialistes. Et c'est l'expérience de la Commune. C'est l'expérience ensuite lorsqu'elle est elle va être jugée, condamnée au bagne, et au bagne elle va rencontrer des anarchistes, dont Nathalie Lemel et d'autres, elle va faire évoluer finalement sa conception politique et verser dans l'anarchisme, ce qui pour elle implique de ne plus faire confiance à la démocratie, de ne plus faire confiance aux élections, de ne plus faire confiance à la représentation nationale, et de défendre une organisation politique par petites cellules autonomes et sans État. Voilà, ce qui est le propre de l'anarchisme. Plus elle avance, plus elle considère que c'est le pouvoir qui corrompt, et que donc il faut s'en prendre en pouvoir et éviter des formes de pouvoir pour garantir les valeurs qui sont les siennes de justice. Ce qui m'intrigue alors, c'est de savoir comment elle est tombée dans le militantisme à l'origine. Est-ce que c'est par son éducation ou par un événement particulier ? On peut retracer l'origine de son militantisme ? Alors, elle est assez tôt proche des milieux républicains. Donc, c'est une jeune femme qui naît en Haute-Marne, qui reçoit une éducation. Alors, sans doute parce que son père était, qui est pas son père légitime, était le châtelain du château où exerçait sa mère. Donc, elle est le résultat d'un amour ancillaire. Enfin, quelle est la part de l'amour là-dedans, c'est toujours difficile à savoir. Mais elle reçoit une éducation et elle devient institutrice. Or, dans les milieux des instituteurs et des institutrices, il y avait déjà un souci bien souvent de justice sociale. C'est des milieux qui étaient déjà à la base plus républicains. Quand elle obtient son brevet d'institutrice, c'est là qu'on a sa première prise de position. Donc avant, on ne sait pas très bien quand est-ce que le changement s'opère, mais quand elle devient institutrice, on est sous le Second Empire, et sous le Second Empire, en France, pour exercer le métier d'institutrice, il faut prêter, dans une école publique, il faut prêter un serment de fidélité à l'empereur.
et elle se refuse à prêter ce serment, comme d'ailleurs d'autres instituteurs et institutrices à l'époque, parce que justement elle refuse de soutenir l'empereur, et cela marque son positionnement plutôt républicain. Et elle va monter à Paris où elle va créer des écoles libres pour pouvoir enseigner. Et là, elle se rapproche des milieux républicains, démocrates et sociaux, fréquentant leurs clubs, rencontrant un certain nombre d'entre eux. Elle écrit d'ailleurs dans le journal de Blanqui, elle écrit dans le journal de Vallès. Et donc, c'est comme ça que l'on sait qu'elle est plutôt proche de ces idées-là. Alors, je rappelle à nos auditeurs et auditrices que le Second Empire a eu lieu de 1852 à 1870. Dans les épisodes précédents du podcast, Hugo vous a parlé de Napoléon III. C'était le neveu de Napoléon Ier. Eh bien, c'est au tout début de ce régime que Louise Michel refuse de prêter serment. Donc, elle militait déjà activement depuis des années, pendant près de 20 ans, quand la Commune, ce pourquoi elle est célèbre aujourd'hui, a commencé. Alors, quel a été son rôle exactement dans la Commune ? Est-ce qu'elle a été une actrice majeure de cette lutte ou est-ce qu'elle a été seulement un personnage parmi d'autres ? Alors, elle est un parmi d'autres, d'autant que la Commune, justement, tous les gens, hommes et femmes de la Commune, ont toujours été soucieux qu'il n'y ait pas de personnification du pouvoir ou des pouvoirs au moment de la Commune. La Commune est un événement profondément collectif, et tout le monde veillait bien à ce qu'il n'y ait pas des personnalités qui se dégagent. Donc il n'y a pas Louise Michel, mais pas plus non plus. C'est sans doute pour ça, parce que vous avez dit au début que Louise Michel est peu connue, mais c'est sans doute la plus connue, sans nul doute, des communards et des communardes. En France, quand on demande à des gens qui connaissent peu la Commune, si on leur demande un nom de communard ou de communarde, c'est Louise Michel. Il y a beaucoup d'écoles à son nom, il y a des rues à son nom, il y a des places à son nom. Et depuis 2 ans, elle est la seule référence à la Commune dans les programmes scolaires. Donc, c'est nouveau, mais elle est de plus en plus connue. Et je pense que si elle est si connue, c'est parce que justement, la Commune n'ayant pas dans l'organisation de ses pouvoirs, il y a pas un chef de la Commune, c'est toujours des pouvoirs collégiaux, collectifs. Il n'y a pas de figure de grand homme qui s'impose s'agissant de la Commune. Et finalement, c'est cette absence d'une figure de grand homme qui, dans le cadre en plus de notre histoire, qui de France, qui valorise toujours les grands hommes au détriment des femmes, on puisse avoir cette figure de femme qui s'illustre. Alors, qu'est-ce qu'elle fait dans la Commune ? Alors, elle avait déjà été très active avant la Commune dans le siège de Paris, parce que avant que Paris ne se soulève et ne devienne la Commune, Paris a été assiégé par les armées prussiennes pendant presque 3 mois, de septembre à janvier 1870 à 1871. Et elle a déjà eu un rôle très important. Elle fréquentait des clubs, elle veillait beaucoup au ravitaillement. Notamment, elle a assuré le ravitaillement des élèves de son école pour être sûr qu'ils puissent manger. Paris étant aussi assiégé, on est mort de faim dans le Paris de la Commune. On a mangé des rats, des chats, des éléphants pour ceux qui avaient les moyens de manger les éléphants du zoo. Et donc, elle a déjà un rôle important et elle a même déjà un rôle politique important puisqu'il y a des soulèvements pendant cette période, notamment juste après l'armistice, le 22 juin, il y a une tentative de prise de l'hôtel de ville et Louise Michel y participe. Et ce qui a beaucoup marqué les contemporains et dont on continue à parler maintenant, c'est qu'elle y participe habillée en homme, ce qui est un interdit. À l'époque, une femme ne peut pas s'habiller en homme, c'est interdit par la loi. Et elle a fait le coup de feu. Donc, elle avait un fusil et elle a tiré, ce qui là aussi était inenvisageable pour une femme à l'époque. Donc, quand la Commune commence, elle est déjà connue, Louise Michel. En 1869, avec d'autres femmes, elle a signé un manifeste pour les droits des femmes et l'égalité homme-femme. Elle est déjà connue aussi dans les milieux féministes. Donc, c'est pas une personnalité lambda. Pendant la Commune, elle va jouer. Alors, la particularité de Louise Michel pendant la Commune, c'est que c'est vraiment une combattante. Alors que beaucoup de femmes de la Commune ne sont pas allées jusqu'à prendre les armes, parce que vraiment ça ne se faisait pas à l'époque. Et
ni les hommes ni les femmes n'envisageaient que les femmes puissent combattre. Or, elle a combattu. Elle a d'ailleurs passé une grande partie de la commune, non pas à Paris, mais sur les lieux des combats qui opposaient les armées de la commune aux armées de Versailles, donc là où était le pouvoir, dans la banlieue de Paris à l'ouest, donc au fort d'Issy-les-Moulineaux, etc. Elle s'est battue, elle s'est battue les armes à la main. Elle a d'ailleurs été blessée, mais dès qu'elle a été remise, elle s'est rebattue. Mais sinon, elle a participé aux quelques clubs auxquels elle appartenait et elle a écrit beaucoup dans les journaux de la commune. Oui, elle s'est donc battue avec les armes et avec la plume, comme je vous ai entendu dire dans une de vos interviews. Je rappelle que les journaux ont joué un rôle très important dans la mobilisation du peuple à cette époque. Est-ce qu'on peut dire donc que à ce moment-là, Louise Michel est une figure politique connue dans tout Paris et même peut-être dans toute la France? Toute la France, je sais pas, mais elle était connue dans Paris. En tout cas, elle était connue dans les milieux de gauche, les milieux très radicaux. Ça, elle était connue. Elle va être encore plus connue après la Commune, en fait. Pendant la Commune, elle est une parmi d'autres, mais après la Commune, là, c'est là que commence vraiment la construction de la figure de Louise Michel. Déjà du fait de son procès, elle n'est pas arrêtée, Louise Michel. Elle a réussi à se cacher, mais les forces de l'ordre ont arrêté sa mère. Et des affiches sont placardées dans Paris expliquant que si Louise Michel ne se rend pas, c'est sa mère qui sera incarcérée à sa place. Et donc, évidemment, elle vient se rendre pour que sa mère soit libérée. Et donc, elle va être jugée et lors de son procès, le 18 décembre 1871, elle est d'un courage qui va forcer l'admiration, ne niant absolument aucun des faits qui lui sont reprochés, ne prenant aucune des perches qu'on lui tend pour la sauver. Notamment, les juges essaient de lui faire dire qu'elle a rejoint la Commune par amour. Elle aurait été finalement, c'est l'amoureuse qui aurait suivi Théophile Ferré et c'est pour ça qu'elle se serait, au dire des juges, corrompue dans la Commune. Et elle dit mais non, pas du tout. Je n'avais qu'une passion, la Révolution. Et elle est là, et elle est face à ses juges, et elle est debout, et elle dit, mais vous êtes des hommes, je suis une femme, de toute façon, quoi que je dise, vous n'allez pas changer, tuez-moi, ne soyez pas lâches, tuez-moi, je mérite le plomb comme mes camarades. Bon, en fait, elle va être condamnée au bagne parce que on a peu condamné à mort des femmes, hein. Il y avait leur sexe les a protégées quelque part de la condamnation à mort. Donc son procès déjà marque beaucoup. Et puis à son retour du bagne, elle va être acclamée parce que l'on parle d'elle, parce qu'elle a des soutiens qui entretiennent sa mémoire. Et par la suite, en fait, d'elle-même, elle va entretenir sa figure. Quand elle rentre du bagne, elle propose tout de suite à tous les journaux, quel que soit leur bord politique, une interview en échange de sommes d'argent qu'elle va donner aux réfugiés et aux amnistiés de la Commune pour les aider à s'en sortir financièrement. Donc, tous les journaux de l'époque et même les journaux les plus conservateurs comme le Gaulois vont avoir leur interview de Louise Michel, où évidemment elle dit ce qu'elle pense, elle ne change pas en fonction. Et ensuite, elle va multiplier les conférences, être là à tous les moments de commémoration de la Commune. Donc, elle a largement participé à la construction de sa figure. Louise Michel, pour vous montrer son importance dans l'après-Commune, c'est une des rares femmes dont on ait fait une statue de son vivant au musée Grévin. Et le musée Grévin lui envoie des lettres pour lui dire, voilà, vous voulez être représentée comme ça, comment ? Et c'est elle qui choisit comment elle va être mise en statue de cire dans ce fameux musée Grévin qui était déjà important à l'époque. Donc c'est une figure très importante. Elle est régulièrement arrêtée parce qu'elle participe à des rassemblements, à des rassemblements de nature insurrectionnelle. À chaque fois qu'elle est arrêtée, le pouvoir est embêté parce que Louise Michel en prison, ça veut dire des journaux qui appellent à sa libération, des pétitions. Donc ils se disent oh non, pas encore Louise Michel en prison. Donc il la gracie, elle dit ah non, moi je sors pas tant que tout le monde sort pas. Donc vraiment elle est très très connue. C'est une des personnalités, alors pas celle dont on parle le plus dans la presse des années 1890-1900, mais après les chefs de gouvernement et les principales personnalités politiques du moment, c'est une des 10 personnalités les plus citées dans la presse de l'époque.
Ah, d'accord. Donc, elle était vraiment connue à l'époque. C'était une personne parmi d'autres, mais qui après est devenue une superstar, on peut dire. Mais du coup, je me demande comment est-ce que ça se fait que moi, j'en ai entendu parler seulement très tard, quand j'ai commencé à fréquenter des milieux féministes ou des journalistes. Est-ce qu'on n'en a pas parlé à l'école? Est-ce que c'est une volonté de ne pas la placer dans le roman national à une certaine époque, en tout cas? Alors, au moment où vous étiez à l'école, de fait, on n'en parlait pas, mais les programmes scolaires changent. Donc maintenant, les élèves en ont plus entendu parler. C'est le produit du fait que depuis finalement une décennie, et c'est lié à l'essor du mouvement féministe, parce que le mouvement féministe a porté la figure de Louise Michel aussi, puisqu'elle-même avait des propos féministes très clairs. On a des très belles citations féministes de Louise Michel qui s'opposait à la domination de la femme dans le cadre du mariage, qui s'opposait à la prostitution, qui défendait une école pour les filles et les garçons. Et à l'époque, c'était pas si évident que ça. Donc les féministes ont porté la figure de Louise Michel et l'ont mis en avant. Et d'autre part, en fait, depuis les années 2000, il y a un retour aussi de la mémoire de la Commune. Et finalement, cette rencontre entre ce retour de la mémoire de la Commune et cette valorisation de la figure de Louise Michel par les féministes fait qu'elle devient, depuis je dirais 4-5 ans, une figure désormais beaucoup plus importante et beaucoup plus connue, et que donc elle est rentrée dans les programmes scolaires il y a 2 ans. Et donc maintenant c'est le cas. Mais c'est vrai que je pense qu'entre le moment où vous étiez à l'école, ça s'est fait justement le moment où vous l'avez rencontrée dans les milieux féministes et dans les écoles de journalistes. C'est aussi le moment où on ressort cette figure qui avant était connue essentiellement, la mémoire de la Commune et donc de Louise Michel, elle était transmise uniquement dans les milieux militants, donc elle n'était pas dans le roman national, comme la Commune ne l'était pas. Le roman national, qui c'est quand même, évidemment il évolue, mais c'est sédimenté au début de la Troisième République. Or, la Troisième République se sent finalement assez coupable de cette répression de la Commune. Et donc, la Troisième République veut oublier la Commune. C'est pour ça qu'elle va les amnistier. Il faut oublier, il faut comme on veut oublier une tâche dans son histoire. Et donc, la Commune n'est jamais vraiment rentrée dans le roman national. C'est vrai qu'encore aujourd'hui, on entend encore beaucoup que la Commune a été un épisode insignifiant, en tout cas que ça n'a pas vraiment apporté un changement concret. Est-ce que la figure de Louise Michel, enfin ses actions, son militantisme, est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt symbolique, qu'on retient dans l'histoire comme quelque chose de beau et des grands discours, ou est-ce que concrètement, dans les lois, dans les habitudes sociales, elle a provoqué un réel changement? Alors la Commune a fait plus que ce que l'on veut bien dire souvent, parce que au bout du compte, quand on regarde tout le programme de la Troisième République entre son installation définitive, en 1880 et 1905, la Troisième République applique le programme de la Commune. C'est-à-dire que la Commune avait défendu l'école gratuite, laïque et obligatoire. Elle est mise en place par les lois Ferry en 1880-82. La Commune avait proclamé le service militaire obligatoire pour tous. La Troisième République le met en place entre les années 90 et le début du 20e. La Commune avait proclamé la séparation de l'Église et de l'État. L'Église et l'État sont séparés en 1905. Donc, en fait, la plupart du programme de la Commune, parce que la Commune a un programme républicain et que la République installée va reprendre le programme républicain qui était celui de la Commune, mais sans jamais en reconnaître la maternité communarde, en fait. Comme si c'était la République, mais en fait, c'était déjà là au moment de la Commune. Donc, oui, ce qui a joué... C'est difficile de dire qu'elle a agi, parce que de toute façon, c'est collectif, la Commune, donc c'est jamais elle toute seule. Mais ces idées d'une école, justement, plus émancipatrice, plus ouverte pour les filles et pour le garçon, on va le retrouver par la suite. Et d'autre part, elle a pesé, pas forcément dans les lois qui vont venir, mais dans les idées. Et alors, il y a quelque chose qui reste de Louise Michel. Maintenant, quand on pense au milieu anarchiste, et si l'on devait demander à quelqu'un quel est le drapeau de l'anarchiste, naturellement, il dirait le drapeau noir.
On sait que le drapeau des anarchistes est le drapeau noir. Parfois noir et rouge, mais c'est le drapeau noir. C'est Louise Michel qui a donné son drapeau noir à l'anarchisme. En fait, de retour d'Amnesty, elle participe à un soulèvement parisien à un moment où le pain est cher et il y a un soulèvement des classes populaires parisiennes contre des boulangeries que l'on pille. Et Louise Michel, avec un tissu, fabrique un drapeau noir et explique que elle utilisera désormais le drapeau noir et pas le drapeau rouge, car le drapeau rouge était celui de la commune, mais qu'il a été souillé du sang des communards, et que maintenant son drapeau est le drapeau du deuil de la commune. Et ensuite, le drapeau noir deviendra le drapeau des anarchistes. Donc déjà, elle a laissé ça, elle a laissé dans toutes les manifestations où l'on voit des drapeaux anarchistes. En fait, dès qu'il est noir, on peut dire que c'est Louise Michel qui l'a laissé. Donc, elle a bien laissé sa marque. Et vous parlez de couleurs, de symboles, ce qui me fait penser que on voit souvent son surnom, la Vierge Rouge. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Pourquoi ce surnom? Est-ce que c'est un surnom acceptable? Ou qui l'a donné et pourquoi? Alors, d'autant qu'elle ne s'habillait qu'en noir, Louise Michel. Toutes ses photos et représentations en attestent. Elle s'habille en noir parce qu'elle porte le deuil d'un journaliste qui avait été tué en duel par un membre de la famille de Bonaparte, lequel s'appelait Victor Noir, mais c'est pas parce qu'il s'appelait Victor Noir qu'elle est en noir, c'est parce que c'est le noir du deuil. Vierge Rouge est un nom qui est donné d'abord par les opposants, par les Versaillais. Avec deux éléments finalement qui sont censés être péjoratifs dans ce terme, vierge. Alors évidemment, la Vierge, on peut imaginer que c'est positif, la Sainte Vierge, mais en fait, pour les hommes et les femmes du temps, la sexualité de Louise Michel fait l'objet de fantasmes les plus délirants, et évidemment, comme elle est mal vue, vu que c'est une révolutionnaire, soit les révolutionnaires, soit on les sursexualise, et donc on en fait des prostituées, ce qui est difficile de faire de Louise Michel puisqu'on ne lui connaît pas de compagnon, soit on les sous-sexualise. Et donc vierge, en fait, c'est le terme utilisé, mais qui cache tout un discours sur cette femme est étrange, cette femme n'a pas d'amoureux, n'est pas mariée, n'a pas de relation sexuelle, donc elle est forcément folle. Il y a cette idée. Donc, vierge, c'est négatif dans la bouche des gens de cette époque. Il s'agit de la sous-sexualiser, finalement de la sortir du groupe des femmes, parce que la femme, elle doit être mère, elle doit être épouse, et donc si elle est vierge, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. La vieille fille, c'est forcément quelqu'un qui est acariâtre, qui a des tares, parce que sinon, elle devrait être avec quelqu'un. Voilà, il y a le côté comme ça. Et rouge, parce que rouge, c'était la couleur de la commune, c'est la couleur des démocrates sociaux, ça deviendra la couleur des socialistes, donc c'est une couleur qui rassemble les deux principales familles politiques de la commune, et c'est le drapeau de la commune qui est rouge, et donc on l'appelle la Vierge Rouge à cause de ça. Cela dit, donc c'est au début une appellation dépréciative et critique, mais elle va être retournée, et un certain nombre de ses soutiens vont se mettre à la désigner du nom de Vierge Rouge. Et ce retournement, il est facile parce que Vierge, je vous l'ai dit, dans le cas, quand c'est dans le journal Le Figaro ou le journal Le Gaulois, c'est négatif parce que ça veut dire l'absence de sexualité, l'inquiétude, la folle qui ne peut pas être mère. Mais c'est aussi nécessairement quelque chose de positif, Vierge. Il y a toujours, malgré tout, la figure de Marie. Donc, Vierge n'est pas nécessairement négatif. Et rouge, pour toute la famille démocrate sociale, républicaine et socialiste, est une couleur connotée très très positivement. Donc le même mot pouvait, selon ceux qui l'utilisaient, être connoté très négativement comme être connoté très positivement. Et donc il a été retourné, et on peut le trouver dans des textes favorables à Louise Michel, utilisés de façon positive. Mmh. Finalement, c'est un petit peu comme les féministes à travers le temps qui sont critiquées soit parce que on les voit comme sans sexualité, sans hommes, ou au contraire avec trop d'hommes. C'est quelque chose qui a pratiquement pas évolué. Ah, pas du tout. C'est toujours, oui, enfin, pas du tout. Ça n'a pas du tout évolué. Vous avez tout à fait raison. Comme l'image dans la représentation conventionnelle du monde, la femme doit être épouse et mère, rangée et fidèle. Eh bien, toutes celles qui sortent de
de cette image, et donc au foyer, donc surtout pas en politique. Donc toutes celles qui sortent de cette image, et notamment celles qui rentrent en politique, sont toujours suspectes d'être soit sur, soit sous-sexualisées. Est-ce que Louise Michel elle-même se définissait comme féministe, ou est-ce que de fait, en tant que femme puissante, elle est devenue féministe, une figure féministe? Alors, elle aurait eu du mal à se définir comme féministe puisque au moment de la Commune et pratiquement jusqu'à sa mort, le mot n'existe pas encore. Donc, elle ne pouvait pas l'utiliser tout simplement parce que, alors on l'avait vu apparaître dans les années 1830, mais il avait encore ensuite disparu. C'est Hubertine Auclair, donc dans les années 80, qui va reprendre ce mot et lui donner finalement le sens qui est le mot qui est son sens contemporain. Donc, celles et ceux qui défendent l'égalité femmes-hommes et qui se battent pour l'émancipation et la liberté et les droits des femmes. Mais à l'époque, elle pouvait pas le dire parce que de toute façon, le mot n'existait pas. En revanche, elle était elle affirmait très clairement son soutien à la cause des femmes et se présentait comme femme soutenant la cause des femmes. Je vous l'ai dit, en 1869, elle signe avec d'ailleurs d'autres, parce qu'elle n'est pas la seule, d'autres femmes que rétrospectivement on va qualifier de féministes, Paul Minck, André Léo. Elle signe un texte pour l'émancipation des femmes, un manifeste pour les droits des femmes, et elle a participé à tous les clubs de femmes de la Commune. Donc, elle assume absolument sa position que maintenant, nous qualifierons de féministe. Mmh. Et vous avez écrit donc plusieurs livres sur les révolutions, sur les femmes contre le machisme, etc. Est-ce que pour vous, Louise Michel est vraiment le personnage incontournable de la lutte révolutionnaire et de la lutte féministe en France? En tout cas, c'est un des personnages et donc sans doute l'une des principales femmes incontournables de cette histoire. Ça, c'est sûr. Je dirais pas que c'est la seule parce que je fais toujours attention à ce qu'aucune figure, fût-elle intéressante, riche et touchante comme celle de Louise Michel, n'invisibilise la lutte collective qu'il y a derrière. Louise Michel ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt des femmes. Il y avait plein d'autres femmes qui se sont battues à son époque comme avant et il n'y a pas de raison de parler d'elles et d'oublier les autres, que ce soit la Commune, Nathalie Lemel, Elisabeth Dimitrieff, Paul Minck, André Léo et tant d'autres. Et en 1848, Jeanne de Rouen, Eugénie Nouvoyer. Il y en a tellement que il faut pas que ça soit la seule dont on se souvienne et qu'on oublie les autres. On a tellement déjà oublié les femmes derrière des grandes figures d'hommes. C'est pas pour créer une grande figure de femme qui fasse la même chose sur les autres femmes. Mais cela étant dit, évidemment, quand il faut en citer ne serait-ce que 5, elle est dans les 5. Mais en général, je me refuse à n'en citer qu'une. Mais si on dit 5, je la mets dedans, bien sûr. Parce qu'elle rassemble tout ça, mais sans la réduire à la Commune, en n'oubliant jamais ce qu'elle a fait après, en n'oubliant jamais ses combats aux côtés des travailleurs et des travailleuses et des femmes. Les animaux, c'est quelque chose, en relisant les textes de Louise Michel, c'est une des premières à défendre les droits des animaux et à s'opposer à la violence qui pouvait être faite aux animaux dans la France de la fin du 19e siècle. Elle a des positions extrêmement avant-gardistes pour la défense des animaux et disant que voilà, c'est quand l'homme oublie ses droits et oublie ce qu'il est quand il maltraite un animal. Mmh. Et si nos auditeurs et auditrices ont envie d'en savoir plus justement sur toutes ces femmes, sur Louise Michel, ces combats qui sont si différents, si diverses, et aussi sur les autres femmes que vous avez citées, j'avais envie de leur conseiller vos 2 derniers livres notamment, et aux éditions du Détour, parce que j'ai l'impression que c'est des livres qui sont quand même accessibles, qui permettent de vulgariser, de ne pas utiliser des mots trop compliqués. Il y a aussi des images. Donc, est-ce que ça, c'est une volonté que vous avez spécifique de pouvoir justement partager les histoires de ces femmes pour qu'elles soient plus connues, pour un peu rattraper ce manquement dans le roman national et dans l'histoire? Oui, je peux le dire, c'est un combat que je mène, c'est-à-dire que
j'essaie de passer le savoir scientifique, universitaire, académique, passionnant, foisonnant, mais parfois difficile à comprendre parce que écrit avec une complexité qui n'est pas à la portée de tous les publics, parce que souvent allusif, comme on écrit quand on est prof, on écrit pour des gens qui sont censés connaître, donc on n'explicite pas les concepts. On reste. Donc il y a beaucoup de livres qui sont passionnants, mais qui ne sont pas lisibles par tout le monde. Et moi, je pense qu'il faut absolument transmettre ce savoir qui se trouve. Parce qu'il est cherché, le produit de la recherche universitaire pour le grand public. Et donc, je suis très attentive à l'éducation populaire, à la vulgarisation et justement à adopter une langue simple qui soit lisible ou écoutable par des gens qui n'ont pas forcément 10 années de formation en histoire et un énorme bagage de connaissances historiques avec eux. Et est-ce que ces femmes dont vous parlez dans vos livres n'ont été moins prises au sérieux parce qu'elles étaient des femmes ou parce que leur combat était vu comme plus futile, parce que sociaux? Vous parlez des animaux, par exemple. C'est vrai que souvent, on voit, même encore aujourd'hui, les luttes des intellectuels, que certains combats sont vus comme pas assez sérieux. Qu'est-ce qui jouait sur le fait qu'elles soient si inconnues? Leur sexe ou leur combat? Leur sexe. Parce que les combats qu'elle menait, là, on parle des animaux, mais au même moment, Zola mène le même combat et n'est absolument pas tourné en ridicule, parce que c'est Zola. Et par ailleurs, les combats que mène Louise Michel sur l'instruction, sur la justice sociale, sur la lutte contre le capitalisme, les autres le mènent de la même façon et eux ont leur place dans l'histoire. Non, c'est parce que c'est une femme et parce que les femmes n'ont pendant très longtemps pas eu leur place de toute façon dans la politique, dans la cité, etc. On considérait que leur place était au foyer. Donc, dès qu'elles sortaient de leur place, on essayait de les y remettre. Et après, elles n'ont pas eu leur place dans l'histoire. On ne racontait pas l'histoire et le rôle qu'elles ont joué. Et c'est depuis les années 70 l'œuvre d'historiens et d'historiennes que de rappeler, de démontrer, d'illustrer et de faire passer ce rôle qu'ont joué les femmes et des femmes dans notre histoire pour qu'on ne l'oublie pas. Eh bien, merci beaucoup de participer à la diffusion de ce savoir. C'est vrai qu'il est très important. Moi, je trouve ça passionnant et je suis sûre que nos auditeurs et auditrices vont aussi être très intéressés, vont vouloir creuser le sujet. Donc, pour que vous puissiez vous pencher sur le sujet, donc vos 2 derniers livres, c'est « Il était une fois les révolutions » et je vais peut-être mal le prononcer pour nos auditeurs anglophones, désolé, mais Rage Against the Machisme. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est aux éditions du Détour. Merci beaucoup. Je termine tout le temps mes interviews en demandant si on a oublié quelque chose d'essentiel. Alors si je vous dis, voilà, Louise Michel, les révolutions, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose vraiment essentiel que vous voudriez rajouter pour qu'on sache sur elle? Qu'est-ce que je voudrais rajouter sur Louise Michel ? Là, je ne vois pas. Je crois qu'on a quand même bien fait le tour. On a dit beaucoup de choses sur Louise Michel. Elle était d'un courage, je pense, assez exceptionnel. Souvent, les gens me demandent si j'aurais aimé être Louise Michel. Non, je n'aurais jamais eu le courage qu'elle a eu. Très bien. Merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation et pour nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci. Bon, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai trouvé cet épisode passionnant. J'ai appris énormément de choses. Donc, un grand merci à Mathilde Larère et Ingrid pour cet entretien. J'espère que ce nouveau format vous plaît. J'imagine que certains d'entre vous en avaient marre d'entendre seulement ma voix. Donc, maintenant, il y a un peu plus de diversité. Mais si vous trouvez ces entretiens trop difficiles, dites-le nous. Tout le monde ne progresse pas à la même vitesse, c'est normal. Peut-être qu'il faut créer un autre podcast plus avancé pour les interviews et continuer les épisodes solo ici. Je sais pas, on expérimente.
Mais dans tous les cas, on a besoin de vos retours, de votre feedback pour savoir si on va dans la bonne direction ou non. Donc, dites-nous tout ça dans les commentaires ou en envoyant un email à bonjour@innerfrench.com. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de faire un peu de français tous les jours et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!